une vidéo sur le son et l'eau. Alors, avant de vous partager ma vidéo sur les sons tibétains qui guérissent, il est important que vous compreniez, que vous entendiez la profondeur de ces enseignements. Alors, au commencement était le Verbe était avec Dieu et Dieu était le Verbe, la parole. Ce qui est important de comprendre, c'est le rôle de la parole. Son rôle, c'est de nous animer, de nous faire vibrer. Alors, écoutez le professeur Henri. Après, vous comprendrez mieux l'enseignement sur les sons tibétains qui guérissent. Et puis, après, vous comprendrez mieux aussi la profondeur de l'eau, que tout s'anime grâce à l'eau. Et votre ADN a besoin de l'eau et de l'information qui se trouve dans l'eau pour vibrer. Bonne visualisation et à bientôt pour toutes les autres vidéos. Bonjour à tous et ravi d'être là avec vous pour parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement. C'est un sujet qui est difficile parce que on a toujours l'impression que le son, c'est quelque chose de banal. Il y a du son autour de vous. Et on va voir que le son va nous amener justement dans des dimensions qui ne sont pas forcément évidentes au premier abord. Alors, je vais faire en sorte que... Je vais faire comme si vous étiez tous ignorants de ce qu'est le son. Donc, pour ceux qui savent déjà, tant pis. Mais c'est peut-être bien de bien prendre les choses à la base. Pour ceux qui me connaissent, je préviens tout de suite, la conférence est évidemment à caractère scientifique. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire s'inscrit dans le cadre de la science. Donc, il n'est pas question pour moi de vous donner des informations sur des choses que la science ne comprend pas. Si ces choses-là vous intéressent, on peut en discuter. Mais dans le cadre de la conférence, je me limite à ce que la science peut dire de phénomènes très particuliers, ce qui n'empêche pas d'aller très loin, comme on va le voir. Autre chose, il y a toujours deux choses sur mes transparents que je vais passer. Il y a les choses qui concernent les scientifiques, parce qu'il peut y avoir des scientifiques des fois qui assistent à mes conférences, et des choses qui concernent donc les personnes qui n'ont aucune culture scientifique. Alors c'est facile parce que les choses qui ne concernent tout le monde, disons, c'est les images. Donc vous regardez les images, et si vous voyez des signes kabbalistiques, des choses que vous ne comprenez pas, sachez que ça, c'est pour ceux qui maîtrisent la science. Mais qu'en aucun cas, c'est nécessaire de savoir décoder ces choses-là. Je vais vous expliquer ça en détail. Alors, on va déjà commencer, alors, peut-être pas par de la science, mais par l'Évangile selon saint Jean. Pourquoi ? Parce que la tradition a toujours mis le son au centre de ses préoccupations. Donc, si vous regardez ce livre qu'on appelle l'Évangile selon saint Jean, on voit que cette phrase, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. On pourrait parler pendant au moins un quart d'heure sur cette phrase. Que signifie pour vous le mot verbe ? Parole. Mais qui dit parole dit son. Donc on pourrait très bien interpréter cette phrase de l'évangile de Saint Jean. Au début était le son, la vibration. Mais en êtes-vous si sûr que le mot verbe ici désigne le son ou de vibration ? Pourquoi vous parlez ? Vous parlez tout simplement pour transmettre des informations. Et peut-être qu'on pourrait dire au commencement était l'information. C'est ça l'ambiguïté des textes de
de la tradition, c'est qu'ils sont toujours à plusieurs lectures. Ils sont souvent très complexes. Et c'est une des gros avantages de la science de simplifier. C'est-à-dire qu'on ne veut pas rentrer dans ces détails d'interprétation de la sémantique. Donc nous, on va regarder d'abord ça de façon scientifique, et puis après, vers la fin de la conférence, on pourra peut-être regarder des choses plus ésotériques. Alors, supposons que le verbe de Saint Jean soit la vibration, le son. Je vous ai mis ici deux images. Une image qui vous montre ce que c'est que le vide suivant la théorie quantique des champs, et une image qui vous montre l'arcane numéro 14 du tarot, la tempérance. Pourquoi j'ai choisi ces deux images? Parce que là, vous avez la science. Et ce qui est toujours surprenant, c'est que la science nous apprend que le vide est plein de vibrations. Et donc, la phrase de Saint Jean, au commencement était le verbe, au commencement était le vide, la vibration, est parfaitement vraie d'un point de vue scientifique. Ici, nous avons l'arcane numéro 14 du tarot. J'ai toujours été intrigué par ce qui se passe entre les deux vases. Des gens voient un transfert d'eau. Mais si vous regardez ça en détail, et si vous pensez que ce transfert d'eau a lieu sur la planète Terre, qu'est-ce que devrait faire l'eau ici au milieu? Elle devrait tomber. Donc c'est peut-être pas forcément un transfert d'eau qu'on vous représente dans l'encart de la tempérance, mais un transfert d'ondes, de vibrations. Tout en vous suggérant que l'eau est importante. Et ça, c'est le thème de la conférence. Quel rapport on peut faire entre l'eau et la vibration, sachant que ça a préoccupé. Vous avez ici le tarot de Marseille qui remonte à une époque très reculée. Et on est d'actualité puisque la science elle-même nous apprend que l'espace-temps n'est pas ce que vous croyez être, une chose, un volume, c'est quelque chose que vous créez vous-même et que vous faites vibrer. Donc on voit qu'on est au cœur du problème. Alors on va regarder l'intérêt d'avoir du son, c'est qu'on peut créer des formes. Voilà. Est-ce que le film, voilà. Ces expériences s'appellent de la cymatique. Ça consiste à prendre une matière. Et comme vous le voyez ici, la matière, c'est du solide, ce sont des grains de sable. A priori, ces grains sont parfaitement incapables d'avoir une structure. Et ce qu'on va faire, c'est simplement, sur cette matière qui est inerte, qui représente le chaos, si vous préférez, on va envoyer une onde sonore. Et on va voir que dès que l'onde sonore va... Donc ici, c'est quelqu'un qui chante. On va voir que cette matière, au lieu d'avoir cet aspect chaotique et complètement aléatoire, va adopter une structure. C'est-à-dire que vont apparaître des formes. Donc là, c'est une chanteuse qui chante des notes. Oui, une plaque métallique qui... Alors, vous allez voir, après, là, pour le moment, on vous montre ce qui se passe sur la plaque. Vous verrez ensuite comment la chanteuse crée ça. Donc là, on vous montre un grossissement des grains. Et on voit qu'effectivement, la matière réagit à la voix. C'est-à-dire qu'on est capable, par la voix, de faire apparaître des formes. Alors, je vous laisse admirer un petit peu. Voilà la chanteuse. Vous voyez, elle a un micro. Et ce micro est relié à la plaque, qui est métallique et qui la fait vibrer à la fréquence, donc, de la voix de la chanteuse. Et ensuite, elle change ses notes, elle change sa mélodie pour montrer que chaque fois que vous changez la fréquence, vous avez une nouvelle forme qui apparaît. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous, hein. Le matériel est très simple. Et vous pouvez y passer des heures. C'est des expériences qui avaient été faites au XVIIIe siècle par un musicien qui s'appelait Chladni. Pour épater les dames, il prenait une plaque de métal et il faisait, avec un violon d'archer, il faisait vibrer la plaque et il faisait apparaître comme ça les formes.
Alors, plusieurs choses sont importantes pour comprendre cette expérience. C'est qu'on voit que quand on change la fréquence, on change la forme. Mais attention, n'oubliez jamais que ce que vous voyez là dépend de deux choses. La fréquence à laquelle vous émettez le son, mais aussi la longueur de la plaque. Si vous changez la longueur de la plaque, il faudra changer la fréquence pour retrouver les mêmes formes. Alors, je vous dis ça parce que sur Internet, on trouve des gens qui vous prétendent que le 440 Hz serait moins bon que le 432 Hz, si mes souvenirs sont bons. Et pour vous démontrer ça, ils prennent une plaque comme ça, ils vous font vibrer, et simplement en changeant la fréquence, ils vous montrent qu'on ne fait plus la forme pour 440, alors qu'on l'a fait pour 432. Est-ce que vous voyez l'arnaque qui est derrière ? C'est parce qu'évidemment, ils n'ont pas changé la longueur de la plaque. Si vous changez la longueur de la plaque pour 440, vous aurez une forme qui est aussi belle que pour 432. Parce que ce qui gouverne la forme, ce n'est pas la fréquence, c'est l'ensemble de la fréquence et la dimension de la plaque. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour le son, c'est que l'oreille humaine n'a aucune capacité à être sensible à la fréquence dans l'absolu. Elle ne fait que des fréquences relatives. Et c'est pour ça qu'il faut être relativement méfiant avec ces fréquences absolues. On n'est pas fait pour ça. Et vous devez bien le comprendre si vous vous regardez simplement dans un miroir. Vous avez combien d'oreilles ? 2. Pourquoi ? Parce que votre oreille fonctionne en différentiel de fréquence. Et donc, vous ne pouvez pas, a priori, sauf certaines personnes qui sont très douées, qui ont effectivement ce qu'on appelle l'oreille absolue, qui sont capables de faire ça, mais la plupart des gens ont 2 oreilles parce que l'oreille fonctionne en différentiel. Et donc, on est sensible à ce qu'on appelle les intervalles, mais pas aux fréquences absolues. Vous le voyez très bien quand vous écoutez un morceau de musique, on va en reparler. Si vous changez les notes, vous pouvez très bien ne pas changer le morceau. C'est parce que vous ne changez pas les fréquences relatives. Voilà. Deuxième chose, là c'est un peu ennuyeux. Oh non, mais c'est du grain de sable. C'est déjà plus intéressant si vous mélangez de l'eau et du sable. Voilà ce que ça va donner. Normalement, je n'avais pas rien ici. Donc là, c'est un autre système. Vous avez un haut-parleur et vous mettez dessus donc un mélange d'eau et de maïzena. Alors pourquoi un mélange d'eau et de maïzena ? Parce que ça donne une viscosité particulière. Et vous allez voir là l'importance d'avoir de l'eau. C'est que tout à l'heure, quand je n'avais pas l'eau, je n'avais que des formes planes. Maintenant, vous voyez qu'avec l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Je peux commencer à explorer la 3e dimension. Et si vous regardez ces formes, elles sont étrangement humaines. On a l'impression de bonhommes qui se déplacent. Et donc, vous voyez que ces formes denses, elles sont vivantes. Et qu'est-ce qu'il faut pour les rendre vivantes ? Un son et de l'eau, évidemment. Donc ça, on trouve ici la base de l'eau, c'est la vie. Vous comprenez que dès qu'on met de l'eau dans le jeu, c'est beaucoup plus intéressant. On fait déjà des trucs pas mal avec des grains de sable ou des grains de sel, mais quand on met de l'eau, c'est vraiment là où on voit apparaître des choses assez extraordinaires. Alors, si vous regardez le dispositif, ça, c'est des haut-parleurs d'enceinte, c'est très facile, mais le mélange eau-maïzena, vous achetez ça dans le commerce. Et puis après, il suffit de brancher ça sur une source vibratoire, et puis vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. La personne que vous voyez là est un des plus grands physiciens du XXe siècle. Certains le connaissent. Quelqu'un connaît John Archibald Wheeler ? Oui, Maxence, évidemment. Monsieur Wheeler, c'est le père des trous noirs. C'est-à-dire que quand il y a eu la théorie de la relativité générale, on a découvert qu'il y avait des cas où les solutions étaient instables. Et
Wheeler a dit, bon, on va donner un nom à ces solutions, il les appelait les trous noirs. Black hole, en anglais. Donc c'est quelqu'un qui était très bon en physique théorique. Et je vous ai mis ici un extrait donc de ses mémoires. Et je crois que ça vaut le coup d'œil de voir ce que pensait un très grand physicien. Comme l'écran est petit, je vais vous lire. Et puis en plus, le sujet est avec la voix, donc je vais vous mettre de l'intonation, parce qu'il se trouve que je suis moi aussi physicien et scientifique. Je crois, c'est déjà bizarre, que ma vie en physique se divise en 3 périodes. J'ai d'abord cru que tout était fait de particules. Dans ma seconde période, que tout était fait de champs. Dans cette troisième, il est mort en 2008, juste avant sa mort, mon impression est que tout est fait d'informations. Ce n'est pas un gourou New Age qui vous le dit, c'est John Archibald Wheeler, qui, et si vous n'avez pas besoin d'avoir une approche scientifique, réfléchissez où vous en êtes dans votre vie. Vous en êtes où? Vous croyez que le monde est fait de particules? Il y a des gens qui sont persuadés de ça. Allez dans un cabinet de médecin et vous verrez que pour un médecin, vous n'êtes qu'un assemblage de particules. On peut être à ce niveau-là. Mais peut-être que si vous êtes ici au séminaire de Peggy, vous avez dû remarquer qu'on n'est pas nombreux. Parce que peut-être que nous, on a ça en commun, on pense ne pas être fait que de particules. Auquel cas, on est peut-être dans la seconde période de notre vie, où tout est fait de champs, de vibrations. Mais peut-être que là, on serait une centaine. Moi, je pense que si vous êtes tous là, c'est parce que vous en êtes dans cette troisième période. Et vous êtes tous persuadés que la vibration, bien sûr, ça existe, les particules, mais qu'il y a plus que ça. Et que derrière ça, il y a un terme que les physiciens sont en train de découvrir, c'est la physique du 21e siècle, c'est la physique de l'information. Donc, est-ce que quelqu'un se trouve au premier niveau? Non, nous sommes tous au troisième, on est bien d'accord. Alors, voici un dessin de John Archibald Wheeler lui-même. Regardez ce qu'il nous a dessiné. Un trou noir, évidemment, puisque c'est le père des trous noirs. Ce trou noir, ou tout qui avale toute matière et toute lumière, je suis relié à lui, moi, à l'observateur, par un ruban. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis le trou noir et je le contemple. Et que dessine cette figure? La lettre U comme univers. Là aussi, vous pouvez passer quelques heures devant ce simple dessin pour comprendre ce que John Archibald Wheeler voulait signifier de ce qu'était l'univers, avec l'énorme problème qu'a la science aujourd'hui. C'est pour ça que Wheeler a fait ce dessin. C'est que nous sommes à la fois la chose et la chose qui observe. Vous ne pouvez pas séparer l'observateur de ce qu'il regarde. Et évidemment, il a pris ce qui était la pire horreur pour un physicien ou pour un être humain, le trou noir qui avale tout. Nous sommes ça. Simplement, nous le regardons, mais le simple fait d'être relié ici nous montre que nous sommes le trou noir. Dernière chose, et ça c'est un petit coup d'œil, un petit clin d'œil aux scientifiques, Monsieur Wheeler nous a appris qu'il ne fallait jamais faire de calcul avant d'en connaître le résultat. C'est-à-dire que si vous avez besoin de calculer pour savoir prendre une décision, c'est que vous avez tout faux. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la décision, on dit ce sera tel résultat, et pour en être sûr, qu'est-ce qu'on fait? On fait des calculs. Et si les calculs donnent le résultat qu'on attendait, on sait que c'est bon. Si par contre les calculs ne donnent pas le résultat qu'on attendait, on sait que notre idée n'était peut-être pas si géniale que ça. Mais en aucun cas, vous devez faire des calculs pour essayer d'avoir de nouvelles idées.
Parce que les calculs n'amènent à rien de nouveau. On va retrouver cette jolie phrase qui, hélas, ne peut pas être traduite en français. It from bit. En anglais, it, c'est le verbe, c'est le pronom ça, la chose, it. From bit, qui est l'unité d'information, c'est-à-dire que selon Wheeler, donnez-vous de l'information et vous pourrez créer toute chose, quelle qu'elle soit. Et on parle bien ici maintenant de choses matérielles. C'est-à-dire que c'est l'information qui gouverne la matière. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut s'inscrire très profondément. C'est ce qui marquera la science du XXIe siècle. C'est de mettre la notion d'information avant tout. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de physique, je vous rappelle la Golden Rule, la loi d'or. Au commencement était le verbe. Donc, vous devez mettre l'information au commencement de tout. Cette information, évidemment, est immatérielle. Pour s'exprimer, elle va avoir besoin de quelque chose. Devinez quoi? C'est quelque chose que vous connaissez, que vous utilisez tout le temps. Dès que les gens sont un petit peu dans le monde subtil, non matériel, ils vont vous parler d'énergie. Oh, il y a de l'énergie ici. Ah, là, je sens de l'énergie. Là, il y a l'énergie qui circule. Soit. Attention. Cette énergie va évidemment servir à faire quelque chose, à créer ce qu'on appelle une action, c'est-à-dire un mouvement. Ce qui se passe, c'est que très souvent, les gens confondent ces trois choses. C'est-à-dire qu'ils oublient que l'action, ou du moins ils vont vous faire croire que l'action c'est de l'énergie et que l'information c'est de l'énergie. Ce qui fait qu'on vous dit qu'il y a de l'énergie qui circule. Mais est-ce que cette énergie qui circule, ce ne serait pas de l'information? Parce que vous le voyez ici, vous ne pouvez pas avoir d'action sans énergie. C'est vrai. Mais par contre, je peux avoir de l'énergie sans action. Regardez un barrage d'eau. Qu'est-ce que vous voyez? Une masse immobile qui ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action. Mais est-ce qu'il y a de l'énergie? Pas plutôt, parce que si vous ouvrez une vanne, ou si jamais le barrage a un problème, qu'est-ce qui se passe? C'est tout qui casse. Donc on peut très bien avoir de l'énergie sans avoir de l'action. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez de l'énergie sans avoir de l'action? On va pas prendre l'image du barrage, mais on va prendre par exemple l'image de quelqu'un qui est malade. Quel est le rôle de l'énergie? C'est de produire de l'action. Si elle ne peut plus le faire, qu'est-ce qui va se passer? La pression va monter, ça s'appelle une maladie. OK? Mais il faut aussi avoir conscience qu'on peut avoir que pour que l'énergie fasse de l'action, il faut de l'information. Parce que si vous n'avez pas d'information, vous faites quoi? Ça s'appelle le mouvement brownien, le mouvement aléatoire. Si vous voulez avoir une action qui fait du sens, vous devez avoir de l'information. Mais soyez bien conscient que vous pouvez avoir de l'information sans énergie. Et c'est quoi de l'information sans énergie? Eh bien, c'est une information qui circule sans produire d'effet. Et ça, c'est la bonne santé. C'est-à-dire que vous devez vous voir comme des systèmes dévoreurs d'informations. Et cette information, à aucun moment, elle ne doit être source de tension. Ça doit circuler, fluidifier. Et à ce moment-là, vous n'avez pas d'accumulation en un point donné. Un petit mot sur ce petit diagramme. Alors ça, je fais ça parce que j'ai en tête un jour de faire... On peut rêver. C'est pas parce qu'on est un scientifique qu'on ne peut pas être un petit peu optimiste. C'est qu'on vous dit il y a de l'espace, du temps, de la matière, de la lumière et de l'action. Ce sont les ingrédients de base de l'univers. Finalement, l'espace et le temps. On voit commencer à comprendre en physique que ça se réfère à l'information. C'est-à-dire que cette information, elle circule dans l'espace et dans le temps.
Mais nous sommes faits d'un corps. Et je vous invite ici, si ça vous intéresse, si vous voulez développer, expliquer à des gens ce que c'est que l'information, l'espace, le temps, de faire ces mouvements. L'espace. C'est un mouvement. Et là, vous voyez le temps. Est-ce que ça suffit? Non, parce que ça crée ce qu'on appelle le vide. Et le vide, c'est passionnant, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, on va remplir ce vide avec deux choses, la matière et la lumière, qui sont en fait deux modes opposés de faire que le vide s'anime. On peut animer le vide avec de la matière, on peut animer le vide avec de l'énergie. La seule différence, c'est que quand vous animez le vide avec l'énergie, on ne voit rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Alors que quand vous animez le vide avec de la matière, il y a des acteurs, il y a des pièces de théâtre, ça devient intéressant. Dans la matière, donc, il faut la faire comme ça. Et la lumière, et faire un ciseau. Pourquoi? Parce que la lumière a cette caractéristique, c'est qu'elle ne s'accroche pas à l'espace. Donc il faut penser à se soulever. Alors que quand je suis dans la matière, je me défends pas le sol. Bon, tout ça, c'est très symbolique, mais si vous voulez apprendre ça à des enfants, ils sont ravis. Je vous rappelle que vous êtes toujours des enfants. Dernière chose, évidemment, vous avez compris que matière et lumière représentent l'énergie. Il nous faut l'action, et l'action, bien, vous allez faire tous les mouvements en vous déplaçant. Et vous avez à ce moment-là une représentation du mode d'action. Si vous faites ça, vous comprendrez tout de suite deux grandes lois de la nature. L'action et la quantité qui mesure le changement. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose qui change, en fait, ça veut dire qu'une certaine quantité d'action a été mise en jeu. On ne peut pas bouger, faire du mouvement sans action. Et plus vous avez d'action, plus les choses bougent. Prenez par exemple un film américain. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a une course de voiture, il y a une bagarre au coup de poing, enfin bref, il y a beaucoup d'action. Prenez un film français, bien psychologique, les gens ne bougent pas, tout se passe dans la tête, il n'y a pas beaucoup d'action. Vous devez comprendre que l'action mesure le mouvement, en fait, la quantité de mouvement. Mais aussi, si vous essayez de faire ça, j'en suis encore tout essoufflé, vous allez comprendre la deuxième grande loi de la nature, c'est que la nature minimise toujours l'action. C'est-à-dire que pour faire quelque chose, bien sûr que vous pouvez faire comme un dératé, faire n'importe quoi. Mais peut-être qu'il faut être un peu économe, parce que chaque fois que vous mettez en jeu l'action, vous faites tourner votre métabolisme, stress antioxydant, et puis on sait qu'on va vieillir plus vite. Donc le fait de dormir, c'est intéressant, parce qu'au moins, on ne met pas en jeu tous ces méchants radicaux. On ne met pas en jeu tous ces méchants radicaux. Voilà, c'est des clés simples, mais je suis en train de vous faire un cours de physique fondamentale. Et c'est tout ce qu'on a besoin, donc autant en profiter. Alors, la matière, c'est quelque chose que vous reconnaissez facilement, parce que vous avez deux façons de l'appréhender. Soit vous avez ce qu'on appelle un volume, c'est-à-dire que vous mesurez quelque chose qui est dans le volume, soit vous utilisez ce qu'on appelle une balance, et vous avez à ce moment-là ce qu'on appelle une masse. Chaque fois que la balance réagit, ou que vous pouvez remplir un récipient, vous dites, il y a de la matière. Il y a quelque chose. Cette matière, on a l'habitude de la représenter non pas par la masse ou par le volume, mais par une quantité qui est un petit peu plus intéressante, qui est la densité, qui est le rapport de la masse sur le volume occupé.
Ça, c'est la deuxième grande loi que vous devez avoir en tête quand vous voulez comprendre la nature. Qu'est-ce qui est plus important? La masse ou le volume? Eh bien, c'est le volume. C'est pas la masse. Pourquoi? Parce que la masse mesure l'inertie. La masse, c'est le coefficient qui fait que les choses sont dures. Quand vous avez beaucoup de masse, on ne peut pas vous faire bouger. Essayez de faire bouger une montagne. Vous aurez du mal. Parce que la masse, c'est ce qui mesure la résistance au changement, la résistance au mouvement, la résistance à l'action. Or, si vous regardez autour de vous, qu'est-ce que c'est que la vie? C'est le mouvement. Donc la vie va toujours chercher à minimiser les masses. C'est pour ça que les masses, finalement, elles sont bien sûr impressionnantes quand vous regardez Sumo, masse de viande. Waouh! Mais non! Ça n'a aucun intérêt. Parce que cette masse est beaucoup trop lourde. Il vaut mieux une troupe d'enfants qui chahutent. C'est beaucoup mieux. Parce qu'avec une troupe d'enfants qui chahutent, il se passe des tas de choses, alors qu'avec un gars qui ne peut pas bouger, c'est très difficile. Le volume va aussi nous introduire à quelque chose. C'est-à-dire que pour une même masse, je peux occuper un volume petit. Qu'est-ce que ça veut dire si j'ai une petite masse et un grand volume? Ça veut dire que j'accepte en moi une chose qui est fondamentale, qui est le vide. Petite masse, grand volume, ça veut dire que j'ai beaucoup de vide. Qu'est-ce que ça veut dire si j'ai une petite masse et un petit volume? Que j'ai évacué du vide. Si vous raisonnez en particules, j'ai rapproché mes particules. Mais comment je peux faire du mouvement? Aristote l'avait déjà dit. Sans vide, pas de mouvement. Et donc, vous voyez qu'il est important de faire du vide pour pouvoir avoir du mouvement. Donc, la vie, c'est aussi une question de mouvement, de vide. Et quand vous créez du vide, vous créez du volume. C'est pour ça que les volumes sont toujours beaucoup plus intéressants que les masses. Alors, pour fixer les idées, quand on va parler de l'eau, je vous ai mis ici les 3 états de l'eau. 0,5975 kg par mètre cube pour l'eau vapeur, le gaz. À peu près 1 kg par mètre cube, non, 1000 kg par mètre cube ou 1 gramme par centimètre cube, donc pour l'eau liquide à 4 degrés C. Et 976 kg par mètre cube pour la glace. Pourquoi je mets ces chiffres? Pas pour vous embêter, pour vous faire réfléchir. Qu'est-ce que vous voyez ici? Quand vous passez de 0,59, allez, on va mettre 0,6, à 1, vous voyez que la densité augmente, c'est-à-dire que l'eau vapeur occupe un volume qui est beaucoup plus grand que l'eau liquide. Qu'est-ce qui se passe quand je passe ici de 1000 à 976? Eh bien, je vois que la glace a plus de volume que le liquide, puisque sa densité est plus faible. Et ça, c'est un des grands mystères de l'eau. C'est que normalement, on se serait attendu à ce qu'on ait une glace qui soit plus dense que son liquide. Parce que dans un solide, on rapproche plus les particules, donc on diminue le volume, et si on diminue le volume, on doit augmenter la densité. Eh bien non. Dans l'eau, quand on passe du liquide à la glace, on accueille du vide. Ce problème-là a turlupiné les scientifiques pendant 400 ans, et ça continue d'ailleurs de les turlupiner. Il y a des gens qui n'ont toujours pas bien compris ça. Donc maintenant, on va quitter le monde de la matière
pour passer dans le monde des ondes. Le meilleur moyen pour commencer avec les ondes, c'est d'utiliser effectivement les ondes sonores. C'est-à-dire, vous prenez une matière, là vous avez reconnu un diapason, et vous tapez dessus, vous voyez qu'il y a quelque chose qu'on appelle un son qui est émis. Lorsqu'on veut analyser ça, on va voir que ce son n'est pas de la matière, mais c'est du mouvement, en fait. On va avoir un mouvement comme ceci, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les fourches se rapprochent et s'éloignent, on a ce qu'on appelle des fronts d'ondes qui quittent la source, et ça donne donc une émission d'ondes. Ici, on parle d'ondes sonores. Ce qui est intéressant, c'est de calquer là-dessus le mouvement des molécules d'air. Comme vous le voyez, quand vous représentez les molécules d'air, vous voyez que partout à la place de cette onde, vous voyez des zones où les molécules se rapprochent, donc où la densité augmente, et des zones où les molécules s'éloignent, donc la densité diminue. C'est-à-dire qu'on sait que le son sont des ondes de pression. On a une variation de la pression, du volume, des choses. C'est pour ça que je vous ai dit que le volume était important, parce que c'est ça qui va gouverner les propriétés sonores. Alors, une onde, ça va se caractériser par deux paramètres. On va le voir ici sur ce petit modèle, où on voit des choses qui s'approchent et qui s'éloignent. Ça va définir ce qu'on appelle sa vitesse, qui est le produit de ce qui se passe par unité de temps par ce qui se passe par unité de longueur, c'est-à-dire longueur d'onde que multiplie fréquence. Il vous faut toujours deux paramètres pour caractériser une onde. Longueur d'onde et fréquence. Ici, plutôt que de la représenter à deux dimensions, voilà ce qu'on peut faire. On va prendre l'onde de pression qui arrive ici sur un haut-parleur. On va lui brancher un bras articulé pour voir comment se traduit cette onde de compression et de raréfaction. Et vous voyez apparaître la sinusoïde, c'est-à-dire ce mouvement périodique qui représente, si vous demandez à quelqu'un de représenter une onde, qu'est-ce qu'il va faire ? Quels sont les paramètres à lesquels on dispose ? Eh bien, ici, on a pris deux diapasons. Vous voyez que, suivant l'impulsion qu'on donne au diapason, on peut avoir une amplitude qui est différente, c'est-à-dire avoir un son qui est fort ou un son qui est plus faible. Donc ça, c'est un des premiers paramètres. Jusqu'où monte la sinusoïde. Ensuite, voilà un diapason qui vous donne ce qu'on appelle le C4. Là, vous avez une note sol à troisième octave. Et ici, la note Do de l'octave inférieure de la note C4. Vous avez remarqué qu'on a ici un nouveau paramètre à notre disposition qui est la fréquence. C'est-à-dire que je peux resserrer les distances entre les crêtes de cette onde. Et plus ces distances sont courtes, plus on dit que la fréquence est élevée. Et donc ça, ce sont les grands paramètres, amplitude, fréquence, qui vont nous aider. Sachant qu'ici, évidemment, on parle avec des ondes qui ne se propagent pas, c'est-à-dire qui sont contraintes dans un milieu donné. Une autre façon de produire des ondes, c'est de faire vibrer une corde. Quand vous faites vibrer une corde, vous avez ce qu'on appelle un mode fondamental, qui consiste en la vibration de fréquence la plus basse que vous pouvez faire. Ensuite, eh bien, vous pouvez rendre plus complexe la nature de ces ondes. Par exemple, ici, vous pouvez doubler la fréquence, ce qui veut dire que la corde va en fait se couper au milieu en deux cordes, qui sont non indépendants. On peut aussi vibrer en trois segments, c'est-à-dire qu'on va mettre trois cordes qui font un tiers de longueur, dans la longueur qui est définie par les écarts. Et vous voyez que la même corde, le même objet peut générer toutes les fréquences que vous voulez. Pas seulement 3, on peut en avoir 4, 5, 6. Ça s'appelle les harmoniques. Et avec ça, vous allez pouvoir avoir des sons de plus en plus compliqués. Avec une seule objet, vous pouvez avoir en fait tout un spectre de fréquences. Alors voilà maintenant pour vous montrer le son d'un violon. Vous voyez ce qui se passe.
c'est que ce n'est pas une sinusoïde. Mais ce signal, vous pouvez le décomposer comme une somme de sinusoïdes. Ça, c'est une cymbale. On vous montre le mouvement de la matière. Quand la personne frappe sur la chose, on voit cette onde. La nature nous a dotés d'un outil pour créer des ondes de pression. Ça s'appelle le larynx. Nous sommes les rares, je crois même les êtres vivants uniques à posséder un larynx. C'est-à-dire que nous pouvons, par le mouvement de notre larynx, avec le nez, la bouche et la langue, produire des sons. C'est-à-dire que nous sommes un instrument de musique, chaque fois que nous parlons par la voix. Et ça fait de nous, quelque part, un être unique parmi les animaux. Parce que c'est vrai qu'il y a des animaux comme les perroquets qui sont capables de reproduire la voix humaine, mais ces perroquets n'ont pas de larynx. C'est-à-dire qu'ils arrivent à répéter quelque chose, mais en aucun cas ils sont capables, comme nous, de créer de la parole simplement par une activité intérieure. Alors, comment on peut savoir les fréquences que vont émettre un objet matériel? Le plus simple, c'est de se référer à la corde vibrante. Donc, une corde qui est faite de matière, qui vibre entre deux extrémités. Et le point clé, c'est que la vibration ne peut pas se faire ici ou là, parce que la corde est attachée à quelque chose qui est sans mouvement. Par contre, au milieu, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut adopter à peu près n'importe quelle forme, parce que là, elle n'est pas attachée. Donc, vous comprenez qu'il faut que la corde soit assez souple. On ne va pas prendre un bloc de béton. Mais ce n'est pas trop grave, parce que même si vous preniez un bloc de béton, il serait capable de faire ça. La seule différence, c'est que les amplitudes seraient tellement faibles qu'on ne les voit pas. Mais il le fait. L'idéal, c'est de prendre une corde, comme une corde de violon ou une corde de guitare, et là, vous verrez très bien qu'il y a de la souplesse pour faire ça. Cette souplesse, elle est liée donc au rapport de la tension qu'on peut mettre sur la corde à la longueur et à la masse. Et ce qui intervient, c'est la tension, la force par unité de masse, qu'on appelle la raideur de la corde. Et ça, vous savez tous régler ça. S'il y a une guitare ici, vous avez des petits trucs que vous pouvez tourner, vous pouvez régler, pour une longueur donnée, vous pouvez régler la raideur. Et quand vous réglez la raideur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous changez le rapport tension sur masse, donc vous changez la fréquence. C'est comme ça que les guitaristes accordent leur guitare. Parce qu'ils ne changent pas la longueur de la guitare. D'accord? Ils changent juste la tension. Ils ne peuvent pas changer la masse non plus. Une autre façon de faire varier la fréquence, c'est de jouer sur la longueur. C'est-à-dire que si je prends une grande corde, j'aurai un son grave, alors que si je prends une corde plus courte, j'aurai un son de plus haute fréquence, plus aigu. Donc vous voyez les deux façons qu'on a de régler les fréquences. Et lorsqu'on analyse ce mouvement à l'aide des outils de la physique, on va tomber sur cette expression. Comment varie la corde en fonction, le déplacement latéral en fonction de la position X et par rapport à ce déplacement latéral en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle une équation d'onde. Et la résolution de cette équation d'onde nous donne cette solution pour la fréquence et cette solution pour comment varie Y en fonction de X. Et vous trouvez la fameuse fonction sinus qui représente toutes les ondes. Donc vous voyez que la physique est très claire et c'est toujours une caractéristique des ondes, c'est qu'il faut deux choses pour fixer une onde. Ici, vous voyez quelles sont ces deux choses. La raideur et la longueur de la corde pour la fréquence, ou si vous préférez, la longueur d'onde et le rapport entre la vitesse et la longueur d'onde qui est la fréquence. On ne peut pas imaginer une onde comme une seule chose. Et c'est ça qui va rendre l'onde intéressante, parce que quand je vous dis une matière, qu'est-ce que vous dites? Une masse. Et vous voyez l'erreur que vous commettez en faisant ça.
Parce que pourquoi, si matière et onde sont équivalentes, pourquoi il ne faudrait pas 2 paramètres pour la matière? Et vous connaissez le deuxième paramètre, le volume. Matière et volume que j'occupe, donc vide. Donc vous voyez qu'il y a une symétrie entre matière et onde. Il faut toujours 2 choses pour régler, pour définir une matérialité ou une non-matérialité, c'est-à-dire ce qu'on appelle une onde. Pas trop compliqué? Vous le dites, hein, si c'est trop technique, on va prendre un café et puis on n'en parle plus. Quel est l'intérêt de passer en onde au lieu de raisonner en matière, sachant que les 2 points de vue sont équivalents? Eh bien, les ondes, contrairement à la matière, ont cette propriété d'être étendues. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir la matière comme des anomalies de l'espace, des choses où vide, 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 paf, de la masse, vide, 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 vide. Ça, c'est de la matière. Quand vous êtes avec une onde, c'est complètement différent. À la limite, il n'y a plus de vide. Pourquoi? Parce que l'onde occupe tout. Elle est à la fois à moins l'infini, elle va jusqu'à plus l'infini, si vous voulez, si elle est rigoureusement périodique. C'est-à-dire que l'onde, c'est l'antimatière par excellence. C'est-à-dire que une onde, vous ne savez pas où elle est. Alors qu'une matière, vous savez très bien, la vide, 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 paf, matière, vide, 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 vide. La matière est toujours contenue dans un certain volume. Alors cette propriété va faire que, et on est à la base donc d'une science qui s'appelle la physique quantique, c'est que si moi, en tant qu'objet, je suis une onde, j'occupe tout l'univers. Aïe! Et si j'occupe tout l'univers, comme il y a d'autres objets, ces objets occupent aussi tout l'univers. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'avec les ondes, je dois faire gaffe à mon voisin. Que je peux ne pas faire avec la matière. Pourquoi? Parce qu'avec la matière, il y a du vide. Et je peux toujours dire, mon voisin, je le mets là où il y a du vide. Et c'est cool. Vous êtes là sur votre chaise, moi je suis là, je fais ma conf, et à aucun moment, nous changeons nos positions. Vous êtes les spectateurs, je suis le conférencier. Mais imaginez que nous serions des ondes. Aïe, aïe, aïe. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, c'est que ma voix est une onde, et qu'est-ce qui se passe? Vous l'entendez tous à la fois, ce qui veut dire qu'elle est partout. Et si quelqu'un d'autre se dit, mais ce conférencier, il me fait chier, moi aussi, je sais des choses, je vais parler, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on va observer, c'est la somme des deux, et pas l'un ou l'autre. Et ça, c'est la propriété des ondes, c'est que vous ne pouvez pas, elles sont toujours à s'additionner les unes aux autres. Et ça va donner ça, ce qu'on appelle de l'interférence, c'est-à-dire qu'il va y avoir des consonances, des dissonances, de la cohérence, de l'incohérence. Donc dès que vous êtes avec les ondes, va arriver un nouveau paramètre qui n'est pas simplement la fréquence et ma longueur d'onde, ça c'est quand je suis tout seul. Dès que l'autre arrive, vient la cohérence. Comment il est en longueur d'onde? Sachant que moi je suis comme ça. Et suivant nos longueurs d'onde respectives ou nos fréquences respectives, il peut se passer des choses bizarres. C'est que nous sommes tous les deux là, et pourtant on ne voit rien. Un point donné de l'espace, comme vous voyez ici, j'ai additionné 2 ondes, qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'onde ici, mais j'en ai plus là. Il y a des choses qui ont disparu. C'est-à-dire que les ondes vont nous introduire à ce monde assez étrange, qu'on appelle le monde des virtuels, où les choses existent, mais on ne les voit pas. Dès que vous avez quelque chose qui existe, mais que vous ne voyez pas, vous dites « Oh, 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 voilà des ondes ». Mais c'est ce que font, par exemple, notre cher collègue de hier soir. Il travaillait avec des choses que moi, je n'ai rien vu. Hein. Donc, il me dit, là, il y a une faille, là, il y a un, je ne sais plus quoi, un vortex. Moi, je regarde, je ne vois rien. Et donc, je me dis, peut-être qu'il parle d'ondes. Parce qu'effectivement, si vous parlez d'ondes, c'est vrai qu'on peut, à des endroits, ne rien voir. Bon, il y a d'autres propriétés sur lesquelles je vais passer. La plus importante, c'est celle-là. C'est-à-dire cette capacité que vous avez d'annihiler les choses alors qu'elles sont toujours là. En fait, elles sont ce qu'on appelle en opposition de phase. C'est-à-dire que
l'une et l'autre, ça annule exactement leur action. Et si vous avez joué à ce petit jeu où, sur la plage, vous savez, on prend deux personnes, enfin, ou deux groupes, et on met une corde entre les deux, puis on les fait tirer chacun de leur côté, si les deux groupes ont exactement la même force, qu'est-ce qui se passe? La corde ne bouge pas. Par contre, on sent qu'il y a une tension. C'est-à-dire que si jamais je coupe la corde, qu'est-ce qui se passe? L'énergie se manifeste, l'action, et donc on voit bien qu'il peut exister de la tension, de l'énergie sans mouvement. Et ça, c'est une des propriétés des ondes. Que vous dire de plus? Oui, qu'il faut faire un petit peu attention. C'est qu'on a deux types de vitesses. Celle qui est la plus commode, c'est ce qu'on appelle la vitesse de phase, qu'on obtient en multipliant la longueur d'onde par la fréquence. Cette vitesse de phase, c'est une vitesse qui n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'elle n'est pas soumise aux lois de la relativité. Une vitesse de phase peut être infinie parce qu'une phase ne transporte aucune énergie. Et la théorie de la relativité vous limite la vitesse pour le transport de l'énergie. C'est pour ça qu'on a introduit une autre notion qui est ce qu'on appelle la vitesse de groupe, qui est comment la pulsation, la fréquence se disperse en fonction de la longueur d'onde, parce que ça, c'est la vitesse de transport de l'énergie, et c'est donc celle qui est pilotée, concernée par la théorie de la relativité, celle-là ne l'est pas. Alors ça, c'est très commode. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y avait, avant l'action, deux choses. Quoi? Information, énergie. Je vous dis ici que l'énergie se déplace à la vitesse de groupe. Donc, la phase va se déplacer, enfin l'information, elle peut se déplacer à la vitesse de la phase. Et c'est bien ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'une information peut se transmettre instantanément. Elle ne se préoccupe pas de l'espace-temps. Ce qui se préoccupe de l'espace-temps, c'est une énergie. Donc retenez bien ça, la vitesse de phase peut être corrélée à la vitesse de transmission de l'information, et cette vitesse de transmission de l'information peut être infinie, instantanée. Par contre, l'énergie, elle est obligée de dire « Aïe, il y a de l'espace, il y a du temps, il va falloir faire quelque chose. » Non. Si vous regardez la définition, la longueur d'onde, c'est l'inverse de la fréquence que multiplie la vitesse de phase. Ah ben oui, mais c'est fondamental. Parce que si c'était l'inverse, ça voudrait dire que longueur d'onde et fréquence sont la même unité. Or, la longueur d'onde s'exprime en mètres, la fréquence s'exprime en hertz. Donc il vous faut bien un troisième partenaire qu'on appelle la vitesse de phase, qui vous permet de dire comment je passe de la longueur d'onde à la fréquence. D'accord? Je retenais bien, et c'est bien que vous ayez posé la question, c'est deux paramètres indépendants, longueur d'onde et fréquence. Ben, 1 sur F, c'est pas la fréquence, c'est la période. Pas mélanger. Non, mais si vous mélangez tout, attention. Hein. Je vous promets des ennuis. Donc retenez bien qu'il faut toujours, une onde, c'est toujours deux choses indépendantes, longueur d'onde et fréquence. Et le produit donne ce qu'on appelle la vitesse de phase. On va faire un petit test. Je vais passer les ondes sonores audibles. Le spectre va de 20 Hz à 20 kHz. Ce que vous allez faire, c'est lever la main dès que vous n'entendez plus le son. Donc là, pour le moment, vous n'entendez rien, parce que je n'ai pas mis le film en route. Tant que vous entendez un son, faites rien. Dès que vous n'entendez plus le son, vous levez la main. Et vous regardez à ce moment-là à quelle fréquence vous êtes. Alors, je vais peut-être baisser le son, parce que quand ça va aller dans les aigus, ça va faire mal. Mais pour le moment, dans les graves, c'est bon. Vous me dites quand ça devient trop pénible. Je baisse un peu.
vois toujours aucune main qui se lève. Vous sentez que le son devient difficile à supporter, je baisse. Là, on est à 300 Hz. Toujours aucune main se lève. Remarquez comme j'ai baissé le son parce que ça devient insupportable. Ça va devenir de plus en plus insupportable. Votre tête va éclater. Donc je vais encore baisser le son. Alors faites gaffe, ça va aller très vite maintenant. Je baisse encore le son. Hein, vous levez la main. Moi, j'entends plus. Ah oui, vous laissez la main levée, tant que... Parce qu'on est censé aller jusqu'à 20 kHz. Hein. Donc si vous entendez quelque chose, c'est toujours bon. Et votre oreille est en bon état. Voilà. Progressivement, les mains vont se lever parce que on est tous différents. N'oubliez pas de regarder le chiffre, ça va vous donner votre fréquence de coupure. Voilà. À la fin, évidemment, tout le monde lève sa main parce que l'oreille humaine ne peut pas aller au-delà de 20 kHz. Mais vous avez vu que moi, à 3000, j'étais dans les choux. Hein. J'entendais déjà plus rien. Bon, la réponse, elle est simple. C'est que quand j'étais jeune, j'ai appris la physique quantique avec un casque de musique sur les oreilles à fond. Et donc, je me suis bousillé complètement mes aigus. Et personne ne m'a prévenu. Donc, évidemment, à 58 ans, je suis un handicapé de l'oreille. Mais c'est bien, dans la salle, normalement, on commence à perdre les aigus vers 50-60 ans, hein, parce que c'est des petits mouvements de cils dans l'oreille. Donc j'ai vu que quand même, il y a des gens qui allaient facilement jusqu'à 12 ou 13 kHz. Donc ça, c'est bien, ça veut dire que... Par contre, j'ai vu personne aux environs de 20, là c'est normal, parce que ça, c'est que les très jeunes enfants qui sont capables d'entendre ces fréquences. Alors évidemment, en dessous de 20 Hz, c'est ce qu'on appelle les infrasons. Ça existe, mais vous n'entendez rien. Au-dessus de 20 kHz, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. C'est-à-dire, ça existe aussi, mais là, on ne peut plus entendre. Il y a certains animaux, comme les chiens ou les baleines, qui peuvent, elles, par contre, dépasser. Là, je vous parle du spectre sonore humain. Allez, un peu de grossièreté. Techniquement, ce qui va donner la vitesse... Alors, avant de regarder ça, je vais revenir ici. Je ne vais pas lancer le film parce que... Vous avez remarqué que sûrement trouver cette loi en oméga 2. C'est-à-dire que la puissance sonore, c'est ce que vous entendez. Vous avez dû remarquer que quand oméga est faible, la fréquence, c'est tolérable. Mais si je ne baisse pas le son, qu'est-ce qui se passe? Ça devient très dur. C'est parce que ça varie comme le carré de la fréquence. La puissance que vous entendez varie comme le carré de la fréquence. Et donc, au-delà d'une certaine fréquence, quand vous élevez au carré, ça commence à faire mal. Donc, est-ce que vous êtes obligé de baisser le son? Et à fur et à mesure que je monte en fréquence, ça va très vite parce que le carré du carré, après, c'est... Donc, vous avez expérimenté ici cette loi fondamentale de la puissance sonore, c'est qu'elle varie comme le carré de la fréquence de l'onde. Si vous préférez, dans une onde de haute fréquence, il y a beaucoup d'énergie. Alors que dans une onde de basse fréquence, il y en a beaucoup moins.